Bonjour tout le monde. Bonjour aux gens présents ici, à ceux qui sont en virtuel sur Zoom. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour ce panel intitulé Parlons pollution, parlons solutions, qui fait partie donc des dialogues pour la biodiversité. À noter pour ceux qui sont sur Zoom que l'événement est enregistré. Moi, je me présente, je suis Marwan Joundi, je suis chargé de projet à la Fondation Rivière et je suis très content d'être parmi vous, d'animer ce beau panel. Avant toute chose, il est important de préciser que cet événement se déroule à Tiohtià:ke, ou communément appelé Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui et les remercier pour leur hospitalité. Pour les personnes en ligne, on vous invite à poser vos questions en utilisant le chat. On tentera d'y répondre à la fin de l'événement. Et pour les personnes dans la salle, vous pourrez lever vos mains à la fin. Ce panel fait donc partie des dialogues pour la biodiversité qui se compose d'une dizaine de rencontres intersectorielles coordonnées par l'équipe des dialogues pour le climat et de Nature Québec en marge de la COP15. La programmation est entièrement gratuite. Vous pourrez vous inscrire sur le site Internet. On a encore des événements pour le reste de la semaine jusqu'à la fin de cette COP. Donc, sans plus tarder, entrant dans le vif du sujet, la pollution engendrée par nos modes de vie et par l'exploitation des ressources naturelles est l'une des 5 grandes causes de la perte de la biodiversité. Lorsqu'on parle des crises environnementales, on entend parfois parler de triple crise planétaire qui comprend autant la crise du climat, la crise de la biodiversité, mais aussi la crise de la pollution. Et on sait que ces 3 crises sont étroitement liées. Donc aujourd'hui, dans ce panel, on va essayer de réfléchir aux liens précis entre pollution et biodiversité. On va réfléchir à quels sont les défis actuels et futurs, mais aussi c'est quoi les solutions à notre portée pour réduire la pollution et ses impacts sur la biodiversité. La pollution, c'est un sujet très vaste. Donc, je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas du tout couvrir l'ensemble des formes ou des sources de pollution, mais on a la chance d'avoir de super panélistes aux expertises assez variées. Donc, on espère couvrir quand même un petit bout. Et donc, je vais pouvoir les présenter. D'abord, Eliane Grant, qui est biologiste de la faune au département des ressources naturelles de la Première Nation Cri de Waswanipi, aussi étudiante à la maîtrise en écologie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et chargée de cours à l'École d'études autochtones. On a Caroline Olsen, qui est métallurgiste principale pour SGS Canada Inc., dans la division ressources naturelles à Québec. On a aussi Pierre Couture, qui est directeur du centre de recherche à Patrice. Donc, directeur du Centre de recherche en écotoxicologie du Québec, Écotoc. Et enfin, Thibaut Rennes, qui est militant écologiste, cofondateur et coordonnateur de l'organisme Vigilance OGM. Donc là, peut-être une première question pour commencer, pour avoir une vue d'ensemble du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon dont vous tentez au quotidien, dans vos organismes, de faire rimer pollution avec solution et répondre à la crise de la biodiversité? Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Allons-y. Patrice. Balance. Je pense qu'il y a raison d'être optimiste parce qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Je pense que si on regarde pas si loin dans le passé, par exemple, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la révolution chimique. À ce moment-là, l'industrie chimique a explosé à partir de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, les industries se sont mis à produire toutes sortes de substances pour toutes sortes de choses. Puis c'était, par exemple, dans les années 50, l'ère du DDT qu'on utilisait partout, de la ferme à la maison, sans se soucier de rien. 1962, Silent Spring de Rachel Carson, un réveil tout d'un coup, on ne peut pas faire n'importe quoi, ces polluants-là ont un impact sur l'environnement. Puis on se réveille tranquillement. Les années 70, une nouvelle science apparaît, l'écotoxicologie. On s'aperçoit que finalement, tous les contaminants qu'on met dans l'environnement peuvent avoir un impact sur l'ensemble des organismes vivants. Donc, on commence à développer des outils, à faire des recherches.
Puis, à un moment donné, on s'éveille à l'inverse aussi. On se dit que les contaminants dans l'environnement peuvent affecter la santé humaine. Donc, je pense que de plus en plus, on développe de ces outils-là qui sont de plus en plus performants. Et puis, ça va vite, mais on est encore très loin. On a beaucoup de chemin à faire. Puis, on va en parler encore plus tard aujourd'hui, certainement. Merci beaucoup, Patrice, pour ce survol historique. Puis, puisqu'on est dans le domaine de la recherche, peut-être, Eliane, toi, dans ton quotidien, dans tes recherches notamment, c'est comment que tu fais rimer pollution et solution? En fait, je pense pas nécessairement dans mes recherches, je pense surtout par la sensibilisation. Donc, je pense plus que dans le cadre de ma charge de cours, je pense j'ai souvent des ingénieurs forestiers, ingénieurs miniers qui viennent prendre le cours d'études autochtones. Puis dans leur curriculum universitaire, on parle de l'extraction de la matière, l'extraction du territoire, mais on ne parle pas de l'aspect humain, de l'aspect autochtone qui habite déjà le territoire, la façon que ça doit être abordé avec eux. Fait que c'est le genre de truc que je vais aborder dans mon cours. Donc, pour eux, c'est totalement nouveau, ce qui m'étonne parce qu'ingénieur forestier, il y en a qui ne connaissent même pas la paix des braves, ce qui est quand même, moi, m'étonne beaucoup. Fait que c'est ça, je passe plutôt par la sensibilisation aux réalités autochtones, dont ma présence aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça fait une bonne transition pour Caroline. Vous êtes dans le domaine des ressources naturelles. Vous, dans votre réalité, c'est comment que vous faites cette jonction-là? Bon, je vais commencer avec une histoire qui date de plusieurs années. Mon premier emploi a été dans les années 90. En fait, 92, j'ai travaillé presque 1 an dans les pâtes et papiers. Puis c'était au même moment que le PRRI, le Programme de réduction des rejets industriels, allait rentrer en vigueur le 1er janvier 93. Et là, il obligeait les pâtes et papiers à avoir un traitement secondaire pour que la fibre qui était déversée dans le fleuve Saint-Laurent ne soit plus toxique parce qu'elle consommait tout l'oxygène. Fait que pour moi, ça a été un choc de savoir que, mon Dieu, on pollue tant que ça notre fleuve. Puis par après, je suis retournée aux études graduées. Premier emploi, je travaille en Abitibi, en environnement minier. Et là, je me rends compte, mon Dieu, dans quel monde on vit? On a plus de 200 sites orphelins, des sites miniers. Il y en a beaucoup là-dedans qui étaient générateurs d'acide. Fait qu'on s'est mis à travailler pour développer des solutions, des modèles de prédiction pour aider l'industrie minière. Puis là, on voyait les efforts du gouvernement, mais ce n'était pas suffisant. J'ai changé d'emploi par après. Je suis allée travailler dans un groupe dans la division protection du milieu. Là, j'ai fait la connaissance de plein de biologistes. J'ai travaillé avec le ministère. On a fait des regroupements à plusieurs universités. On a travaillé beaucoup en écotox pour aider les minières à développer des outils diagnostiques de qu'est-ce qui se passe dans les milieux récepteurs. Et là, on a développé vraiment des belles choses avec l'université. Mais après quelques années, on a décidé de fermer la division parce que je me suis rendu compte que environnement égalait dépenses. J'étais très, très déçue. Et là, je me suis dit, OK, je retourne dans le procédé. Je suis chimiste à la base. Donc, j'ai travaillé fort, développé des outils de diagnostic. J'ai bien compris ce qui se passait. J'ai développé des liens avec les gens dans l'industrie. Puis à mon grand étonnement, j'ai rencontré des métallurgistes, des gens, des directeurs d'usines qui étaient prêts à essayer des nouvelles choses. Et c'est sûr que quand on améliore un procédé, on a le pouvoir d'être préventif au lieu d'être curatif. Et c'est là que j'ai trouvé la façon de faire rimer pollution avec solution. Soyons originaux, essayons de créer un procédé qui est plus efficace. On va générer moins de rejets. Puis à ce moment-là, on va trouver les investisseurs qui souvent, c'était le bottleneck pour pouvoir aller de l'avant avec des projets verts. Fait que tranquillement, on a commencé à introduire des bioréactifs, des micro-organismes, la réduction de rejets, le hors-sorting. Ça a été une belle aventure. Puis encore aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlerai d'exemples parce que c'est ça qu'on voit souvent aux nouvelles, des choses qui ne vont pas bien. Mais il y a des gens qui font des efforts pour que ça aille bien. Fait qu'on s'en reparle un peu plus tard. Merci beaucoup. Et pour finir, Thibault? Oui, donc juste pour dire, nous, à Vigilance OGM, on est un petit organisme qui font de la sensibilisation et de la mobilisation donc, sur les OGM, mais aussi les pesticides associés.
Pour rappel, en fait, 100% de tous les organismes génétiquement modifiés au Canada sont faits pour tolérer un ou plusieurs herbicides, donc ils sont extrêmement liés et c'est les mêmes entreprises. Donc, il y a plusieurs types de pollution que je pourrais vous parler, la pollution génétique ou la pollution des pesticides. Là, pendant ce panel-là, je vais me limiter aux pesticides. Donc, c'est drôle que vous ayez parlé du livre de Rachel Carson. En fait, Vigilance OGM a sorti un podcast, un balado, pour expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe après 60 ans. Donc, ma collègue Émilie a fait le tour du Québec pour parler à 10 femmes qui ont des expertises différentes, qui sont souvent en sciences et qui nous disent, en fait, à travers leur parcours, qu'est-ce qui se passe après 60 ans? Est-ce qu'elles ont lu ce livre et qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Donc, je vous invite, j'ai des petits pamphlets que j'ai oublié de sortir qui vont être là. Mais donc, nous, on est là pour sensibiliser en premier. Et pour les solutions, en fait, donc oui, dans ce podcast-là, il y a des solutions et on essaie d'en amener, mais ce que je dirais, en fait, c'est que les solutions existent, en fait. Quand on parle d'agriculture, en fait, l'agriculture, en fait, est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans son ensemble, pas l'agriculture, mais le système agroalimentaire, si on parle du transport des marchandises, de refroidissement, la déforestation due à ça, mais c'est aussi un facteur important et pratiquement le principal facteur pour la perte de biodiversité. Donc, travailler sur le système agroalimentaire, c'est essayer de régler la problématique des deux crises qui sont les plus importantes, qui font face à l'humanité. Mais actuellement, en 2022, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% de la population mondiale est alimentée par les réseaux des petits paysans du monde entier. Et donc, 70% de ces gens, de cette agriculture-là, ces gens qui sont nourris sur uniquement 25% des terres arables. Donc, à l'inverse, ça veut dire que l'agriculture industrielle, qui est très dépendante des pesticides, des engrais et qui émet beaucoup de pollution, en fait, nourrit uniquement 30% de la population, mais avec 70% des terres arables. Donc, en fait, il y a des grosses pertes et on peut se poser la question qui est le plus productif là-dedans. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'agriculture ou le système agroalimentaire ne soit pas aux mains mises de ces entreprises-là, mais plus écouter le savoir paysan, le savoir des Premières Nations à travers le monde, parce qu'eux, ils ont les solutions. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre de l'avant à Vigilance OGM. Merci beaucoup Thibault. Je vais rester avec toi. Je t'entendais parler tantôt avant le panel de ce que tu as vu dans les négociations ce matin. Dans le cadre de la COP, donc on sait qu'il y a la Convention pour la protection de la biodiversité est négociée, puis il y a notamment une cible dédiée à la réduction de la pollution et on mentionne spécifiquement les pesticides. Donc, c'est quoi un petit peu la vue d'ensemble qu'on a ici au Québec au niveau des pesticides, autant au Québec qu'au Canada? Donc, ça, j'ai la chance d'assister à la COP. Donc, si jamais vous m'entendez déparler, c'est que c'est vraiment très intense. Là, je vois quelqu'un qui a le petit... C'est vraiment un monde à part. Et donc, samedi soir, ils ont négocié la cible 7. C'est un petit chapitre qui fait 10 lignes, dont 5 lignes, ils sont plus ou moins entre crochets. Et ils ont dit, bon, c'est trop compliqué samedi soir, il est tard, on va la renégocier lundi matin. Moi, je suis allé le lundi matin, je me dis, on va avoir la solution de la cible 7. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Et après 2 heures de négociation avec des pays qui s'obstinent, à la fin, le texte est aussi brouillon. Il y a autant de crochets et je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Et donc, il y a 2 cibles à l'intérieur qui n'ont même pas été parlées pendant les 2 heures. C'est de diminuer l'utilisation des pesticides de au moins la moitié ou de 2 tiers jusqu'en 2030. Donc, l'utilisation des pesticides à travers le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est c'est intéressant d'avoir une cible de diminution des pesticides en volume, mais aussi c'est important d'avoir une diminution des risques globaux, parce qu'il y a des pesticides qui ont à plus faible volume un impact plus grand. Et donc, au Canada, qu'est-ce qu'on a? Donc, je reviens avec mon chapeau OGM. Le Canada a une agriculture très intensive. Donc, on a la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas d'avoir des paysages assez plats. Là. Je ne sais pas si vous êtes déjà en avion au BC, mais vous avez juste des grands champs de plein de couleurs, souvent du canola, du blé, là, qui sont les 2 grosses productions. Au Québec, c'est principalement le maïs et le soya. Et le Canada est le 4e producteur mondial d'OGM. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'OGM qu'on n'utilise pas des pesticides et qu'on n'a pas une agriculture intensive, mais les OGM, pour nous, c'est l'absurdité la plus totale du domaine de l'agriculture intensive parce qu'on parle de propriété du vivant, on achète des semences qui sont liées avec les pesticides. Et bref, donc, comme on a un modèle très intensif, on a le paysage pour ça et on a pas une histoire paysanne si grande parce que c'est un pays qui a été colonisé il n'y a pas si longtemps. Et du coup, on utilise énormément de pesticides, pas forcément trop à l'hectare, mais en volume. Et au Québec, depuis 1992, on a des cibles de réduction.
Donc, 92, on a eu un premier plan, il y en a eu un en 2000, 2005. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces plans ont toujours échoué. Le dernier en date, c'est le plan d'agriculture durable qui a comme cible réduction de moins 15% en 2030. Donc là, on s'aperçoit qu'on est quand même en dessous de la cible qui est en train de négocier. Et en 92, c'était de réduire de 50% en 2000. Et sachant qu'en 2020, les derniers chiffres, on est encore supérieur à 92. Juste pour vous dire qu'on n'est pas dans le bon chemin. Et au Canada, c'est pire. Pire parce que, on se connaît, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Il y a vraiment très peu de transparence de la part du Canada sur qu'est-ce qu'on met dans nos champs, c'est quoi, et je pourrais vous expliquer encore bien plus sur l'évaluation des pesticides. Mais il y a une énorme augmentation d'utilisation, principalement des herbicides qui sont liés aux OGM. Donc, les OGM en 95 sont arrivés pour être résistants à un herbicide, le fameux Roundup à base de glyphosate. Mais sauf que ça ne fonctionne plus. La nature s'adaptant. Et ben là, il y a des plantes résistantes. Donc, quand ça résiste au glyphosate, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du glyphosate, tu mets du 2,4-D, tu mets du dicamba, tu en mets plus de glyphosate. Et donc là, on voit le retour de pesticides qui étaient censés être abandonnés par la magie du glyphosate. Donc, ce n'est pas un portrait très rose pour l'instant, mais Steve Guilbeault va nous sauver à la COP15. Pardon pour l'ironie. La COP16 peut-être aussi. Oui. Là, j'aurais une question pour toi, Eliane. Donc, tu nous en parlais un petit peu en introduction. Il y a plusieurs études qui démontrent l'impact disproportionné de la pollution sous ses diverses formes sur les communautés locales, sur les communautés autochtones, autant ici qu'ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet enjeu-là? Je pense que ça se décline en 4 facteurs. Le premier, c'est la dépendance de plusieurs communautés au mode de vie traditionnel, donc ce qui inclut la chasse, la pêche, la cueillette. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, ça devient difficile à dire à certains membres de la communauté d'arrêter de consommer un certain type d'aliments ou de réduire la consommation quand ça fait des générations qu'on fait la même chose. Puis c'est aussi le fait que c'est relié aux connaissances traditionnelles. C'est-à-dire que si je donne le cas comme le caribou, il y a plusieurs communautés qui ont été de chasser. Ce qui fait en sorte que il y a des membres de la communauté qui, en fait, ne savent plus comment chasser après X temps. Ne savent plus comment le pister, ne savent plus comment préparer la peau, cuisiner certaines parties. Donc, c'est des connaissances qui se perdent. Puis si un moratoire dure trop longtemps, mais c'est des connaissances qui sont perdues définitivement. Puis là, c'est le cas qui arrive aussi avec l'orignal, aussi dans le nord. Donc, la densité de population diminue. Donc, c'est des menaces pour la culture, en fait. Mais c'est la même chose aussi, les contaminants qui s'accumulent dans le poisson, le méthylmercure, c'est la même chose avec cadmium dans les abats de cervidés. Donc, ça, c'en est un. Le deuxième étant que la présence proportionnée des pollueurs aussi sur le territoire, donc c'est-à-dire les mines, les barrages hydroélectriques aussi qui contribuent au méthylmercure, la foresterie aussi. Puis ensuite, ça fait un troisième élément, c'est-à-dire que c'est la qualité de l'eau qui n'est pas présente dans toutes les communautés. Il y en a qui n'ont même pas d'eau potable. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que les communautés sont davantage visées par la pollution. Le quatrième étant, c'est le manque de soutien gouvernemental, tout simplement, qui fait en sorte que ça fait que plusieurs restent dans la même position puis n'évoluent pas. Donc, tous ces 4 éléments-là contribuent en fait à carrément un racisme environnemental envers les peuples des Premières Nations. Merci beaucoup, Eliane. Passons à vous, Patrice. Quels sont les défis actuels dans le monde de la recherche afin de bien comprendre les effets, les sources des différents polluants sur la biodiversité? Il y en a beaucoup. C'est sûr que d'abord, pour comprendre les effets sur la biodiversité, il faut d'abord savoir à quelles substances sont exposés quels organismes. Déjà, ça, c'est une grosse question parce que les mélanges dans la nature sont complexes. Il y a des contaminants qui se dégradent très rapidement. Il y a des contaminants aussi dont les produits de dégradation sont parfois plus dangereux que les produits originaux. Et puis, il y a aussi toute la question des
de la synergie entre les contaminants. Il y a plusieurs contaminants qui vont parfois interagir de façon plus qu'additive, là, c'est-à-dire que deux contaminants ensemble, c'est pire que chacun des deux individuellement. Mais il y a aussi d'autres questions qui sont purement biologiques, comme par exemple les cycles de vie des organismes. Il y a des organismes qui ne sont pas nécessairement tout le temps exposés à un contaminant simplement parce qu'il est présent dans son environnement. Ça dépend de ce qu'il mange, ça dépend de où il est, ça dépend de ce qu'il fait. Par contre, par exemple, il y a des contaminants qui sont des contaminants qui viennent de l'alimentation, du réseau trophique. Bien, si l'animal, dans une période de la vie, de l'année, dans cet environnement-là, ne mange pas, comme ça, il y a plusieurs animaux qui s'arrivent, bien, il n'est pas contaminé. Il y en a d'autres, par contre, qui sont ciblés. Il y a des poissons, par exemple, qui ont des stades de vie où là, ils se nourrissent dans le fond d'un lac. C'est le fond du lac qui est super contaminé. Puis le reste du lac, c'est pas trop mal. Mais pendant qu'ils mangent des organismes dans le fond du lac, là, ils avalent des charges toxiques énormes. Donc, ça, c'est des goulots d'étranglement. Il y a une nouvelle notion qu'on appelle l'exposome. Donc, l'exposome, c'est l'ensemble des contaminants auxquels un organisme est exposé à un moment de sa vie. Ça, c'est une nouvelle discipline qui émerge tranquillement de l'écotoxicologie, où là, on va être capable d'avoir le profil d'exposition d'un organisme à un moment donné, à un endroit donné, puis être capable de mieux cibler à ce moment-là ce genre pour pouvoir mieux investiguer quels sont les effets potentiels de ces contaminants-là. Donc, c'est pas... c'est trop simple de dire qu'il y a un contaminant qui est présent dans l'environnement, c'est dangereux pour tous les organismes qui sont là. Ce n'est pas vrai nécessairement. Il faut comprendre sa dynamique, sa dégradation, ses mouvements, qui est exposé. Puis là, il y a un dernier défi aussi qui est vraiment pas au niveau de l'écotoxicologie, mais plutôt de l'industrie. Quand on travaille avec des contaminants en écotoxicologie, on s'intéresse à ce qui arrive dans l'environnement. Et puis, ce qui arrive dans l'environnement, bien, ça vient souvent des industries, comme prenons l'exemple des pétroles, par exemple. Les pétroles, il y a des bitumes dilués qui viennent des sables bitumineux. Ce sont des pétroles lourds qui sont dilués avec un diluat. Nous, on travaille là-dessus, mais on ne peut pas savoir quel est le diluat, quel produit. On sait qu'il y a du naphta, il y a d'autres contaminants, mais ça, c'est un secret industriel. Donc, on travaille à tester la toxicité d'un contaminant, d'un produit qu'on ne connaît pas puis qu'on ne peut pas savoir parce que l'industrie n'est pas obligée de dire aux chercheurs ou à Environnement Canada qu'est-ce qu'ils mettent dans le produit qui risque de se ramasser dans l'environnement. Pareil pour le Corexit. Quand il y a un déversement de pétrole à la surface de l'eau, il y a un dispersant qu'on appelle le Corexit qui se met, là, qui est supposé disperser les nappes de pétrole. On ne sait pas ce qu'il y a dans le Corexit, c'est un secret industriel. Donc, est-ce que le Corexit est pire que le pétrole? On ne sait pas parce que c'est difficile de faire des tests quand on ne peut même pas souvent même l'avoir, qu'on est des chercheurs, souvent on n'a pas accès à ces produits-là. Ça, c'est un des défis auxquels ça fait partie, donc voici l'enveloppe un peu des défis des chercheurs en écotox aujourd'hui. Ça, c'est un exemple très concret quand même, puis ça va permettre de faire le point avec ma prochaine question pour Caroline. Donc, du côté des entreprises, c'est quoi les défis auxquels elles doivent faire face dans leur transition vers une réduction de leur impact environnemental qu'on sait nécessaire? On a deux enjeux principaux. Le premier, c'est dans la catégorie finance. Le deuxième, c'est d'ordre technologique. Bon, vous êtes sans doute au courant que présentement, c'est la course pour les technologies propres. Quand on parle de technologies propres, on peut parler d'éoliennes, on peut parler de tout ce qui est véhicules avec des batteries électriques. Ça nous prend des matériaux critiques et stratégiques. Et pour y arriver, on a besoin de développer des procédés. Et là, on dit des procédés propres. Donc, premièrement, les compagnies juniors qui ont fait de l'exploration pendant 20 ans, 30 ans, ils ont besoin de sous pour continuer. Et là, du côté des investisseurs, on arrive avec des procédés nouveaux, des trucs propres qui ne sont pas à l'aise. Souvent, il y a comme des freins au niveau financier d'implanter ces technologies-là. Autre chose qui est vraiment bien, c'est que du côté du gouvernement fédéral, provincial, ils ont mis en branle des programmes, ils ont renouvelé dernièrement des incitatifs pour que les compagnies juniors puis celles en opération puissent adopter des procédés propres. Mais n'empêche qu'ils ont défini une liste de matériaux critiques et stratégiques. Au Québec, il y en a 22. Au Canada, il y en a 31. Mais malgré tout, il y a des compagnies juniors, par exemple au Québec, il y a des éléments qui ne se trouvent pas sur cette liste-là,
mais pourtant qui donneraient lieu, comme par exemple au phosphore, qui donneraient lieu à des batteries LFP, et ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes subventions que les autres. Ça, c'est un exemple. Fait que c'est des pressions financières qui sont importantes. D'autre part, les technologies qu'on est en train de développer, puis là, nous autres, dans ma job que je fais tous les jours, c'est le développement de ces technologies-là. On arrive avec soit des bioréactifs, du recyclage, on essaye d'être inventif pour essayer d'avoir un impact minime sur l'environnement, mais malgré tout, est-ce qu'il y a adopteurs en bout de ligne? Ce que je vous dirais, ce que je vois de plus en plus, puis la semaine passée, j'ai dit, mon Dieu, c'est de la musique à mes oreilles que j'entends. Un groupe m'appelle en me disant, écoute, on aimerait ça travailler avec vous. Nous, nos rejets, on veut les diminuer, voire même toutes les éliminer. On n'appelle plus ça des rejets, on appelle ça des coproduits. On va encourager les universités et des centres comme vous. Merveilleux. Puis de plus en plus, il y a un changement qui se fait. Mais en raison des enjeux financiers, il y a toujours un peu de complexité qui se passe. Mais là, vous imaginez au niveau développement, quand on est métallurgique, il faut qu'on développe des recettes. On a 22 éléments d'un bord, 31 de l'autre, associés à des minéralogies qui sont totalement différentes. Fait que là, vous imaginez le nombre de recettes. Ça fait qu'on arrive avec une technologie qui parfois ne donne pas les mêmes performances que les technologies standards. Est-ce qu'ils ont le courage d'implanter ça? Il y en a que oui. Présentement, on travaille à Québec avec différents groupes du Québec, du reste du Canada. Il y en a qui ont le courage au Québec de le faire. Il y en a qui sont encore sur la carte de crédit, là. Les compagnies juniors, ils ont investi pendant 20-30 ans, ils investissent. Il y en a qui le font. De plus en plus, on essaye de les convaincre puis d'amener les performances égales au moins aux procédés traditionnels pour qu'il y ait preneurs de technologie. Et ça reste un défi. Fait que là, je fais le point avec les contaminants maintenant dans l'environnement. On a des règles au gouvernement, puis rassurez-vous, toutes les usines qui produisent au Canada, ils respectent les normes provinciales et gouvernementales. Mais malgré tout, ce qu'on voit, comme Patrice disait, il y a des nouveaux indicateurs de biodiversité ou de toxicité sur le terrain, des longs termes, puis des ultra-traces, des effets synergiques qui se produisent. Puis oui, il y a de la matière organique. C'est sûr qu'au niveau minier, on a beaucoup plus d'inorganique, mais malgré tout, on peut avoir un petit peu de matière organique, c'est moins pire que les pesticides, mais n'empêche qu'il peut y avoir des réorganisations, il peut y avoir des complexes, ça se dissocie, ça revient. Le milieu naturel est très, très difficile à simuler dans un aquarium, là. On ne peut pas prendre un étudiant et dire, regarde, on fait le milieu naturel. Donc, ça demande des investissements en recherche. Puis ça demande aussi des groupes appliqués qui parlent le même langage que l'industrie pour qu'il y ait un jour adopteur. En tout cas, je veux quand même vous dire qu'il y a du positif là-dedans parce qu'il y a beaucoup de groupes, biotechnologie, procédés, auxquels on pourrait travailler plus étroitement pour qu'il y ait preneurs, parce que ces temps-ci, un bon timing, en tout cas, du moins au Québec, ce qu'on voit, puis au Canada, il y a beaucoup de compagnies en opération plus juniors qui sont prêts à aller de l'avant avec ce genre de technologie propre. Merci beaucoup, puis merci beaucoup tout le monde pour ces plongées dans vos domaines d'expertise. C'est vraiment passionnant, puis c'est important. On n'a pas souvent l'occasion de le faire dans la société, d'avoir des expériences croisées qui se parlent. Là, on va un peu ressortir de ces domaines pointus pour une question plus générale. Vous parliez un petit peu d'avenir de long terme. Pour les prochaines années, dans ce sujet-là de la pollution, vous pensez que c'est quoi les principaux enjeux à surveiller au Québec, notamment si vous voyez qu'il y a des angles morts dont on ne parle pas et desquels il faut se préoccuper davantage? Oui, c'est à moi que tu peux. OK, ben, je peux y aller. J'étais déjà sur un bon axe d'aller. Oui, les fameux matériaux critiques et stratégiques, vous savez, je parlais tout à l'heure des effets long terme. Les effets chroniques, là, standard des tests 21 jours, là, il faut qu'on aille plus loin. Si on veut vraiment avoir une incidence sur la biodiversité, il faut qu'on ait des outils faciles d'utilisation en usine, pas des choses qui prennent 4 ans à développer parce qu'il est trop tard. Et là, à ma grande surprise, quand j'ai changé d'emploi dernièrement, je suis rendue chez SGS, ils ont un biocenter. Et là, je suis vraiment contente parce que pendant la pandémie, ils ont fait des grosses avancées. Ils ont développé un petit peu comme les trucs là, que vous avez pour faire les tests de COVID, des petits tests PCR. Ils sont capables de faire des tests pour des micro-organismes et il y a des tests plus avancés pour faire l'évaluation de la biodiversité. Ce n'est pas encore tout normé, mais il y a notre groupe qui fait ça. Il y a plein d'autres groupes. Il y a des universités, des gens en biotech qui développent des nouveaux outils. Puis je pense que l'angle mort qu'on a présentement,
c'est que ce n'est pas assez utilisé, ce n'est pas valorisé encore. Puis, ces temps-ci, c'est le bon moment, l'industrie est prête à aller de l'avant. L'an passé, il y a une compagnie qui a encouragé une université, je travaillais avec eux, puis c'est des gens qu'on connaît ensemble, Patrice et moi, puis j'appelle ça la petite glu verte sur les roches, les fameux taxons qui sont dans l'environnement, puis qui arrivent à répondre aux moindres petits changements au niveau chimique, au niveau physique dans les eaux. C'est composé d'organismes vivants, autant végétal qu'animal. Puis, ils sont sensibles, par exemple, à les contaminants métalliques, d'autres contaminants inorganiques puis organiques. Ça fait que ça devient des nouveaux indicateurs sur le terrain, comme un peu les petits tests PCR ou les évaluations de biodiversité. C'est le genre de choses qu'il faut rendre appliquées, puis donner accès à l'industrie. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, il faut que ça soit facile, parce que là, pour l'instant, on dit, OK, on respecte les normes, mais il y en a qui veulent aller plus loin, puis on désire faire le maillage entre ces centres-là, puis l'opération, pour être sûr qu'on fait une surveillance adéquate. Surtout qu'on s'en va vers des matériaux critiques et stratégiques. Ce n'est pas des choses qu'on traitait beaucoup au Québec, un peu, mais on s'en va quand même vers des procédés, moi j'appelle ça un peu exotique. C'est le fun à développer, on rentre des procédés propres, le recyclage de plus en plus, la valorisation des sous-produits, mais on arrive à quelque chose de nouveau quand même. À quoi on s'attend dans l'environnement? C'est des métaux qu'on ne suivait pas avant. Il y a d'autres sortes de réactifs qu'on essaye de substituer. Comment ça va réagir à long terme? Est-ce que nos indicateurs actuels sont suffisants? Donc, on se pose toutes ces questions-là. Il y a une belle volonté. Puis tout à l'heure, je vous parlerai de mon idée d'équipe de rêve pour que ça fonctionne. Je vais laisser la place. Ça tombe bien aussi parce que je pourrais vous poser la question sur les minéraux critiques tantôt. Et en attendant, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager sa vision des enjeux à surveiller ou des angles morts qu'on a? Tu m'avais envoyé les questions avant. Alors, l'angle mort, je ne savais pas comment aborder cette question-là, l'angle mort, mais pour moi, on parle du livre de Rachel Carlson. Là. Elle nous parlait il y a 60 ans, en fait, du problématique avec les effets cocktails, le fait que on n'est pas exposé à un seul polluant. Et j'ai l'impression que nous, à Vigilance OGM, notre objectif, c'est essayer de mobiliser assez de gens pour pousser le gouvernement qui réagit souvent uniquement à la mobilisation. Mais il y a comme une tension entre la mobilisation citoyenne qui exige un environnement sain et tout ça, et tous les lobbyistes aussi qui sont très forts et qui sont très présents à la COP, effectivement. Et je pense que, malheureusement, pour moi, je ne sais pas si c'est un angle mort, mais pour moi, il faut rester vigilant parce qu'ils sont devenus experts, et avec l'argent qu'ils ont et les communications qu'ils ont, à ce que j'appelle le greenwashing. Ils sont vraiment experts là-dedans et donc ils veulent nous faire croire des fois qu'ils changent, mais en fait, ils n'ont pas tant changé que ça. Et je pense qu'un bon exemple que je peux vous donner, c'est que donc, depuis 25 ans, les OGM sont dans le monde, en fait dans 4 pays principalement, dont le Canada. Ces 4 cultures, soya, canola, maïs, et ils sont utilisés pour faire des pesticides. Et donc là, au début, on nous avait dit hey, on va sauver le monde. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos, là, ils mettent des pots africains avec le ventre gonflé, et ils nous disent on a absolument besoin de sauver le monde. Mais après 25 ans, on demande à l'industrie mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec vos OGM? Ce qu'ils font, c'est qu'ils nourrissent le bétail et ils nourrissent les voitures. Il n'y a pas d'OGM qui vont en Afrique. Mais ils continuent à utiliser cette image-là. Là, il y a ce qu'on appelle les nouveaux OGM qui vont arriver sur le marché. Donc, c'est une nouvelle technologie. Et là, ils disent, en fait, c'est bien plus précis, on va sauver le monde. Donc, tu as l'impression de te retrouver d'il y a 25 ans en arrière. Ils utilisent exactement la même rhétorique. Et donc, il faut faire attention à ça parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc le gouvernement canadien a décidé d'évaluer, ou en tout cas, ou de plus évaluer ces nouveaux OGM. Et on a appris que le gouvernement, moi j'ai reçu un document du gouvernement canadien qui nous a dit, regarde, voici sur quoi on va se baser pour changer les règlements sur les nouveaux OGM. Et en ouvrant le document, ce n'est pas moi qui ai eu la présence d'esprit, mais quelqu'un de mon entourage, il a regardé qui avait écrit ce document, qui était propriétaire de ce document. C'était CropLife. Donc CropLife, c'est les plus gros lobbyistes au Canada et dans le monde des OGM et des pesticides. Donc CropLife écrit un document, le gouvernement canadien le prend et fait regarder, c'est avec ça qu'on va démarrer notre réglementation. Je veux dire, et on a réussi à le sortir dans les médias, donc heureusement, ça a bloqué un petit peu, en tout cas, c'est un peu technique, mais je trouve que, pas l'angle mort, mais il faut vraiment, vraiment rester vigilant. Et moi, je suis chanceux, moi ma job, c'est de travailler là-dessus. Mais c'est sûr que les citoyens, là, je veux dire, on a des familles,
on a une job, on a plein de choses et des fois se relaxer, hein, quand même, c'est important. Et je pense que si on était plus nombreux à être vigilants et à regarder vraiment ce qui se passe, je pense qu'on découvrirait beaucoup plus d'angles morts. Je ne sais pas si j'ai couvert, mais pour moi, l'angle mort, c'est un peu ça, même si le concept est flou. Donc, vigilance, Vigilance, greenwashing, c'est ça. éco-blanchiment. On aura une question là-dessus aussi tantôt. Patrice, Eliane. Oui, OK, oui. Moi, je m'en vais ailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'il faut s'intéresser plus aux effets sublétals de la pollution. Il faut s'intéresser au cortisol. Le cortisol qui étant pas un polluant, c'est une hormone, mais c'est une hormone qui est en réponse à la pollution, réponse au stress. Dans le cadre de mon étude, dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéresse à la santé de l'orignal. De la façon que la pollution, l'extraction des ressources naturelles va affecter la santé de l'orignal. Parce que le cortisol, le stress en soi, c'est pas dommageable. C'est important pour éviter la prédation, en réponse aux conditions climatiques. Quand ça devient problématique, c'est que quand on vit du stress chronique, même chose chez l'humain. Donc, le stress chronique qui est provoqué par, si je prends l'exemple d'une mine, qui est dans un territoire assez restreint, mais qui fonctionne 24/24, donc qui fait beaucoup de bruit, qui crée de la pollution lumineuse, qui crée beaucoup aussi de déplacements aussi sur les chemins. Donc, ce genre d'exploitation-là fait en sorte que dans les alentours, ça crée du stress pour la faune, pour la flore aussi. Même chose pour la foresterie, donc c'est quelque chose aussi qui fait un stress sur l'environnement, sur la faune. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer n'étant pas un contaminant en soi. C'est pas un pesticide, c'est pas un métaux, mais les effets que ça peut causer sur la santé à long terme. Merci pour cet exemple. Puis ça fait très bien le lien aussi entre pollution puis biodiversité, l'impact de nos activités sur les autres espèces aussi. Je rajoutais, j'oublie. En fait, c'est que c'est intéressant de faire des études sur les inventaires aériens, savoir la densité de population d'un animal X. C'est ce qui se fait beaucoup au ministère, savoir d'évaluer la population, mais en fait, c'est bien, mais il faut s'assurer aussi que ces animaux-là sont en santé, que la faune est en santé, parce que il y a beaucoup de communautés aussi autochtones, entre autres, qui en dépendent de ces animaux-là. Donc, il faut s'assurer qu'ils soient en santé, pas juste par les contaminants, mais éviter le stress. Voilà. Merci. Puis Caroline. Ah non, vous avez commencé. Ah ben. Oui, je vous invite à échanger entre vous aussi. Ouais. J'ai bien aimé ça. En fait, c'est qu'au début, quand je travaillais en collaboration avec plein d'universités, on suivait le cortisol, mais il y a aussi une hormone, en fait, je ne sais pas si on appelle ça hormone, ça s'appelle la métallothianine. Est-ce que je la prononce comme il faut? Ouais, la métallothianine, c'est une protéine qui lie les métaux. Exactement. Puis, avant même qu'on détecte une bioaccumulation des métaux dans les organismes, on va commencer à avoir des changements de comportement. Évaluer l'impact de la pollution, c'est pas si simple que ça parce que dans le fond, il y a toutes les hormones de stress, il y a les indicateurs, ce qu'on appelle les bioindicateurs. Puis après ça, on est capable de détecter la bioaccumulation. Après ça, c'est les effets. Si c'est trop, il y a les effets létals, mais les effets chroniques long terme. Ça, quand on est stressé, ça s'appelle ça, la cortisone, j'ai oublié le nom de l'hormone. Bref, quand on est vraiment stressé long terme, c'est le cortisol. Et à long terme, on va développer toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Donc, c'est tous des indicateurs, mais là, c'est pas facile. Aller prendre des prises de sang, tous les orignaux, tous les organismes. Pour ça, je vous parlais d'indicateurs plus simples, accessibles aux gens. C'est pour ça qu'il faut faire un maillage, tout le monde ensemble. Ouais, c'est pour ça qu'en recherche, justement, c'est ça les défis tu parlais d'effets indirects, de cortisol. C'est ce qu'on fait en écotoxicologie parce que souvent, on remarque par exemple dans les environnements miniers très proches d'une mine, un lac très proche d'une mine, souvent il est acidifié, il n'y a plus rien, c'est mort, c'est facile à caractériser, que c'était toxique chronique aigu. Mais plus loin, on remarque que des poissons
la biodiversité est plus faible. Il y a moins d'espèces de poissons, il y a moins d'espèces d'invertébrés. Puis les poissons qui sont là, ils grandissent moins vite. Mais ils sont en forme. Ils ont réussi à s'adapter, sauf que l'énergie, c'est comme l'argent. Tu dépenses à un endroit. Donc, si ton énergie, tu la dépenses pour détoxiquer les métaux puis les contaminants, ben, tu ne l'investis pas pour te reproduire et grandir. Donc là, tu remarques des poissons qui grandissent moins vite. Pour revenir au cortisol puis au cadmium, c'est très intéressant parce que dans la région de Rouen, il y a Alice Antella, à l'époque, qui travaillait sur les perches chaudes et qui, elle, s'était aperçue, étant endocrinologue, s'était aperçue que les perches chaudes contaminées avec le cadmium avaient une incapacité d'élever le cortisol lorsque tu les stressais. Donc, il était plus facile à être attaqué par des prédateurs parce qu'ils ne réagissaient pas. D'habitude, le cortisol, quand on est stressé, ça augmente puis on se sauve. Et il était incapable de faire ça, puis elle a trouvé le mécanisme. C'est parce que le cadmium agissait pour bloquer la production de cortisol dans le rein, etc. Donc, on a besoin de recherche fondamentale. Donc, moi, les besoins que je vois, c'est de mieux, faut bien comprendre, moi, en recherche, je suis ni avec l'industrie, ni avec les groupes environnementaux. On est dans les faits, on est dans les études pour savoir exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe vraiment, à quel niveau, à quelle échelle. Il ne faut pas être alarmiste, il faut être réaliste, il faut aussi croire à la restauration, à la récupération des systèmes aussi. Et puis, il faut quand même garder un optimisme basé sur les faits. Donc, il faut continuer à investir plus que jamais en recherche. Puis, en fait, en écotoxicologie, le Québec et avec la France, c'est des leaders mondiaux. On a commencé ça dans les années 70. Puis d'autres pays suivent maintenant, puis cette discipline-là est de plus en plus répartie. Mais c'est ici que ça a commencé. Puis je pense que, ici en France, puis rapidement ici, je pense qu'il faut continuer à maintenir ce leadership-là de recherche de ce qui se passe dans l'environnement, les effets indirects, subtils, multitrophiques, qui affectent une espèce, la croissance d'une espèce, ça cascade sur toute la chaîne trophique dans les environnements. Je pense que c'est ça qu'il faut continuer à faire, puis il faut continuer à rechercher. Patrice, je vais vous relancer la balle. Je suis content d'apprendre qu'on est leader avec la France dans l'écotoxicologie, du moins dans le domaine de la recherche. Est-ce que du côté des normes, des réglementations, les choses sont bien pensées pour justement prendre en compte cette complexité-là dans les interactions, dans la mesure de l'impact sur la biodiversité des différents polluants? Ou si oui, tant mieux. Sinon, c'est comment qu'on peut prendre en compte cette complexité? C'est vraiment pas la même chose parce qu'en France, évidemment, petit pays densément peuplé avec une des agricultures les plus importantes au monde. Donc, très peu d'activités minières par ailleurs ou de foresterie. Ils ont donc d'autres problèmes environnementaux. En Europe, la réglementation évolue très rapidement. On a REACH, qui est un nouveau système de réglementation des contaminants, des polluants. En fait, il faut investiguer avant de relâcher, d'utiliser un polluant, un produit chimique. Quels seront ses impacts potentiels, son écotoxicologie dans l'environnement. On ne fait pas ça encore ici. Ici, au Canada puis au Québec, on est dans un pays où on fait beaucoup de recherches, oui, au niveau de l'écotoxicologie, mais où on a quand même, on est en Amérique du Nord, dans un pays vaste et peu peuplé, avec beaucoup, beaucoup de lobbies, de grosses compagnies minières, forestières, d'agriculture à immense échelle, qui ne se fait pas ailleurs. Donc, vraiment, tu parlais des lobbies tantôt, on est là, ici, là, on n'a pas cette pression-là. En Europe, ce qu'on voit beaucoup, c'est que quand on resserre la pression sur plusieurs réglementations environnementales, ce qui est fort bien, il y a d'autres sources. Donc, ils vont aller chercher des ressources qu'ils ne peuvent pas produire chez eux à cause de réglementations très sévères, parfois ailleurs. On fait la même chose ici, d'ailleurs. Je pense qu'il faut mettre ça au niveau mondial aussi. Là. Il y a des grands défis là-dessus. L'uniformisation des réglementations, je pense que c'est un début de la COP 15, puis c'est ça qu'il faut faire. Hein. Ça dépend dans quel sens on va uniformiser, oui, mais oui, il faut plus regarder de l'autre côté de l'Atlantique que dans le sud, à mon avis. Mais... Oui, absolument. Voilà. On est d'accord. Thibaut, tu parlais tantôt du risque d'éco-blanchiment, puis moi j'ai envie de poser cette question à Caroline, donc qui vient du monde des entreprises justement. C'est un peu une question piège, mais est-ce qu'il existe des moyens à notre portée de lutter efficacement contre cette pratique, de la détecter, de s'assurer de la transparence des entreprises et par exemple l'exemple des certifications ou autres, est-ce que c'est quelque chose qui est porteur? Oui, en fait, l'éco-blanchiment, ça existe depuis un bon bout de temps.
Mais du côté minier, ce qui est quand même assez rassurant, c'est qu'il existe des organismes de certification, entre autres la compagnie pour laquelle je travaille, SGS, veut dire Société Générale de Surveillance. On est un organisme indépendant qui donne des certifications, puis on a plein de lignes d'affaires, que ce soit en environnement, en agriculture, du côté minier, les échanges commerciaux. Fait qu'on va donner une valeur, on va certifier la qualité, les teneurs. Il n'y a pas que nous qui faisons ça, il y en a d'autres aussi dans le domaine de la biologie. Donc, ce qui est important au niveau du greenwashing, c'est d'être critique en tant que consommateur, de vérifier ses sources parce qu'il en existe. Comme par exemple, on parle beaucoup de capture du carbone pour faire baisser le CO2. Bon, les marchés de carbone volontaire, ça a commencé dans les années 90. Il existe présentement des groupes qui certifient les calculs, qui vont vérifier les bénéfices. Il y en a d'autres qui sont moins bons, donc c'est à vérifier. C'est la même chose au niveau des projets. Il y a un organisme qui va se spécialiser dans le ranking du projet de 1 à 5 pour voir s'il est potentiellement bon puis applicable. C'est comme ça, on va voir sur les sites Internet, les gens qui ne citent pas les organismes de référence indépendants, c'est pas normal. Soyez tout de suite rassurés, il y en existe, mais si vous voyez une publicité puis il n'y a aucune preuve, là, à ce moment-là, on peut suspecter qu'il y a du greenwashing. Du côté des procédés, les minières au Québec, au Canada, aux États-Unis, n'ont pas le choix de remplir les exigences. C'est un fameux formulaire qui s'appelle le NI 4301. Habituellement, on fait les études de faisabilité là-dedans. C'est toujours une firme d'ingénierie indépendante qui va venir vérifier la qualité des travaux, qui va faire les calculs économiques, les évaluations environnementales, etc., vérifie, puis ils vont donner le saut. SGS, on a une équipe d'ingénierie aussi qui va le faire, mais il y a plein de firmes d'ingénierie qui sont capables de donner le saut, qui sont accréditées. Donc, les minières ne peuvent pas être en opération s'ils n'ont pas ça. Du côté environnemental, c'est la même chose. Le gouvernement ici au Québec, il y a le groupe, le CAEQ, le Centre d'expertise en analyse environnementale, qui vont certifier les labs au niveau écotox. Ils vont donner les accréditations. Ensuite, les minières pour l'environnement doivent faire affaire avec des labs accrédités. Donc, oui, il existe des accréditations. Fait que je dirais, c'est un petit peu, je dirais, le greenwashing, il y en a, mais de moins en moins. Je pense qu'en tant que consommateur, si vous achetez un bien, soyez éco-responsable. Faites votre recherche, faites votre information, allez voir. Est-ce qu'il y a un organisme indépendant qui a certifié? Avant d'acheter, je pense qu'on a tous une responsabilité. On est plusieurs milliards d'humains sur la planète. Vous avez pas mal tous accès à Internet. Vérifiez, même si vous n'êtes pas un scientifique, c'est important. Vérifiez les sources, au moins qu'il y en ait 2 qui se répètent. Puis c'est important. Puis à la limite, achetez pas de ce fournisseur-là. C'est super important. Puis ça va toujours exister, malheureusement, mais de plus en plus, il y a des organismes qui nous rassurent de ce côté-là. Merci beaucoup. Je ne peux que cautionner cet appel à la vigilance, encore une fois. Oui. Ça fait une petite transition pour Thibault. On parle souvent de principe de précaution quand on parle de la protection de l'environnement, mais dans le contexte de la pollution, où on a l'impression que c'est un peu partout, comment concrètement et quand s'applique ce principe dans un nouveau projet, par exemple? Comme je dis, moi, je ne suis pas expert en d'autres domaines que OGM et pesticides. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, on est en plein cœur de la COP 15 et que, en fait, le principe de précaution est au cœur de ces négociations-là. Donc, au sommet de la Terre à Rio, là, qui a déterminé où est le départ en fait de la COP sur la biodiversité et la COP sur le climat. On avait une définition que je vais lire, comme ça on sera tous d'accord là-dessus parce que je ne la connais pas par cœur. Donc pour la définition du principe de précaution, c'est en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Donc en gros, si on ne sait pas ce qu'on relâche dans l'environnement peut avoir des impacts graves ou importants, on va s'abstenir. Sauf que même si c'est au cœur des négociations et que c'est dans le préambule de la COP, il n'est pas si souvent utilisé. Et encore une fois, quand je vous parlais actuellement des nouveaux OGM là, qui veulent arriver, donc le gouvernement prend malheureusement le texte écrit par CropsLife, et en fait,
il y a une tension entre ces entreprises-là, dont le but est de faire des profits à court terme. La tension, c'est qu'eux, ils veulent moins d'évaluation. Eux, l'évaluation, ça leur coûte cher, ça leur prend du temps, ils peuvent moins mettre Et donc, avec les nouveaux OGM, on voit très bien que la demande de l'industrie, c'est on veut aller directement sur le marché sans évaluation et on ne dira même pas, enfin, on te dira volontairement, parce que c'est une initiative volontaire de la part de l'industrie, ce qu'ils vont mettre sur le marché, donc les nouveaux OGM. Donc, on voit très bien que cette tension qui existe au Canada existe aussi dans tous les autres pays. Là, c'est un peu en tout cas les mêmes entreprises. Et donc, malheureusement, le principe de précaution, il se bat et l'industrie essaie d'appeler un nouveau principe parce qu'ils n'aiment pas le principe de précaution, c'est le principe d'innovation. Donc, eux, ils veulent pour l'innovation, bien sûr, pour être, je sais pas, pour des nouveaux investissements, là, je ne sais pas exactement, mais c'est important de se battre. Il y a des grandes batailles et surtout ce soir, en fait, il y a une grosse bataille sur les nouveaux biotechnologies où il va y avoir des tensions entre ceux qui veulent que le principe de précaution soit vraiment au cœur de ces négociations, qu'on soit sûr que toutes les nouvelles technologies qui s'accélèrent de plus en plus, parce que je pourrais vous en nommer plein sans les connaître, dans le forçage génétique, l'édition du génome, toutes ces choses-là, l'industrie veut le mettre rapidement sur le marché, mais on ne sait même pas c'est quoi l'impact réellement sur la biodiversité, sur l'humain. Et donc, c'est important d'avoir des garde-fous pour éviter que c'est l'industrie qui s'autorégule, comme on va le voir, comme le gouvernement du Canada avec les nouveaux OGM veut faire. Et c'est important aussi que ces technologies soient vérifiées, pas seulement par des scientifiques, c'est très important, mais que soient vérifiées avec un expert multidisciplinaire, donc des sociologues, des philosophes. Est-ce qu'on a le droit de modifier génétiquement la nature et de relâcher des moustiques? Est-ce qu'on a, je veux dire, il y a des questions. Il faut que les populations autochtones soient là. Il faut que les paysans soient là parce que est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Il faut vraiment que ce soit multidisciplinaire et on voit que l'industrie, leur but, c'est de dire vous inquiétez pas, nous on gère la science et au principe d'innovation, on fonce, mais il faut vraiment aller moins vite que ce qu'ils souhaitent faire. Et je reviendrai un peu sur ce que nous disait Patrice là juste avant, c'est qu'actuellement, comment la science peut évaluer ce qui se passe dans l'environnement s'il n'y a pas de transparence? Il n'y a pas de transparence dans les produits. Là, vous le disiez, dans la formulation, c'est la même chose pour les pesticides. Là, on évalue le glyphosate, mais ce n'est pas du glyphosate qu'on met dans le champ, c'est du Roundup. Donc, ce qui représente à peu près 60% d'une formule commerciale inconnue qu'on met dans le champ. Donc ça, important, la première chose, c'est être transparent et aussi baser notre évaluation des OGM et des pesticides sur une science indépendante. Je veux dire, un des piliers de la science, c'est de pouvoir être vérifié par des pairs. C'est très important parce qu'en science, tu peux obtenir un résultat et en fait, je sais pas, il y a eu une problématique où, en tout cas, tu peux avoir de la chance où le protocole expérimental a aidé à ce résultat-là. Donc, c'est important que ça soit transparent, que ça puisse se vérifier à travers le monde pour être sûr qu'on ait plus ou moins tout le temps le même résultat pour avoir en tout cas, pas une vérité, mais en tout cas une bonne indication de ce qu'on a trouvé. Et actuellement, si vous vous demandez sur quoi Santé Canada se base pour augmenter les limites de glyphosate, comment évaluer le glyphosate, on n'a pas accès à ça. Et ça, c'est vraiment problématique. Pour moi et pour nous à Vigilance, on ne peut pas dire que Santé Canada ou l'Agence d'inspection des aliments se base à un système basé sur la science si cette science-là n'est pas transparente. Voilà. Merci beaucoup, Thibault. Eliane, tantôt, tu parlais de racisme environnemental. Ça, c'est un enjeu qu'on vit jusqu'ici à Montréal, la ville haute de la COP biodiversité. Quand on voit par exemple les quartiers de l'Est qui sont particulièrement touchés par la pollution atmosphérique, c'est quoi qu'on pourrait mettre en place pour limiter, diminuer, voire enlever ces disparités environnementales qui touchent à la pollution c'est quoi notamment les solutions qui sont mises en place par les communautés autochtones s'agissant de la pollution des milieux? Ça me fait sourire parce que la question ne devrait pas être qu'est-ce que les Autochtones peuvent faire de plus, mais plutôt qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour laisser plus de place aux Autochtones. Parce que Thibault le dit d'entrée de jeu, les solutions sont déjà là. On les a déjà amenées. Puis, je peux donner des exemples. Chez nous, à Waswanipi, dans les consultations forestières, ça fait des décennies qu'on demande des bandes riveraines plus larges ou pourtour des lacs, des rivières, des ruisseaux, notamment parce que c'est un habitat important pour la faune, mais aussi parce que ça protège contre le ruissellement fait par la foresterie, donc il y a moins de mercure dans les cours d'eau.
Donc, c'est pas seulement les barrages hydroélectriques qui affectent la santé des poissons par le méthylmercure. Donc, puis c'est aussi le cas, on demande aussi plus de grands massifs forestiers parce qu'ils sont en voie de disparition. Donc, c'est important pour le caribou, oui, mais pour plein d'autres espèces aussi. Donc, ça aussi, c'est des demandes qui sont faites par notre communauté, mais pour d'autres communautés aussi au Québec. Donc, il suffit seulement d'avoir l'écoute, puis en fait, c'est d'avoir des preneurs de décision qui vont prendre le temps de les mettre en place aussi. Parce que c'est déjà des messages qu'on donne depuis longtemps, mais c'est juste qu'on n'a pas cette écoute-là, cette ouverture-là de pouvoir les mettre en place. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un appel qu'on entend souvent à l'écoute des décideurs, puis à la volonté politique aussi, parce que les solutions ne manquent pas. Vous avez nommé par exemple les bandes riveraines. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de solutions, de systèmes durables, d'initiatives inspirantes, ici ou ailleurs dans le monde, qui sont efficaces ou intéressantes pour répondre à certains enjeux de la pollution, selon vos connaissances ou vos expériences? Je me relancerai, je continuerai. Il y a l'initiative des gardiens de territoire qui est très intéressant. C'est-à-dire que ça revient à une communauté de prendre soin du territoire parce que c'est ce qui est logique parce que ceux qui l'habitent depuis longtemps, qui le connaissent, qui sont au fait des changements au fil du temps, avec les changements climatiques aussi. Donc, c'est eux qui sont en première loge. Donc, ce genre de programme-là, puis au fil du temps aussi, il y a une expertise qui se développe en communauté. Donc, moi, je suis biologiste dans ma communauté. Éventuellement, il va probablement avoir des techniciens de la faune aussi. Donc, cette expertise-là devrait être mise à contribution. Puis pour quelque chose qui nous tient à cœur puis qui est important pour nous, donc le programme de gardiens de territoire. Merci beaucoup. D'autres idées peut-être pour nous inspirer? Oui, on entend souvent parler que la demande en biens et en commodité doit augmenter d'environ 4 fois pour atteindre les objectifs de l'entente de Paris, puis d'avoir des technologies propres. C'est énorme, 4 fois plus que ce qu'on produit. Je pense moi personnellement, je me pose des questions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen du monde, chacun d'entre nous, un petit peu? La somme de tous nos efforts combinés ensemble pour baisser notre consommation. Parce qu'il n'y a personne demain matin qui dit « j'ai plus besoin de mon téléphone cellulaire, j'ai plus besoin de mon auto ». On a besoin de l'industrie minière, mais on doit faire les développements intelligents. Je pense que ça commence en tant que consommateur. Est-ce qu'on peut réduire notre consommation, arrêter de changer d'auto 2 ans? Est-ce qu'on est capable de faire un petit peu pour le monde? Chacun d'entre nous, faire quelque chose à notre portée. Ça, je pense que c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, pour diminuer l'impact, c'est vraiment d'encourager la R&D parce que ça va passer par de l'innovation. On s'en va vers des choses qui sont nouvelles au niveau de développement de procédés. L'industrie minière est prête à appuyer ça. Du moins, ceux que je travaille avec puis que je vois passer, on voit des beaux exemples. L'Australie, il y a des pionniers qui ont adopté. Il y en a même au Québec, des compagnies juniors. On en voit plusieurs qui sont prêts à aller de l'avant, mais il nous manque le maillage encore avec la partie environnement, la biodiversité. Les outils, ça existe, mais est-ce qu'on a des outils très rapides à donner des réponses? Donc, moi, ce que je vois vraiment pour baisser un jour la pollution, puis améliorer la biodiversité, arrêter au moins qu'on perde des espèces, c'est de mieux comprendre le lien avec la pollution, la nouvelle pollution qu'on va faire, même si on fait beaucoup d'activités de recyclage, on change les réactifs. Je pense que ça va passer beaucoup par le bio-mining. Il faut vraiment pousser là-dessus, accélérer les développements puis s'assurer qu'en bout de ligne, on a des experts au niveau biologique pour être sûr qu'on lie toute l'industrie minière, la production jusqu'en bout de ligne, jusqu'à l'environnement, qu'il n'y ait pas de faille entre les deux parce que, vous savez, les biologistes, ça ne parle pas le même langage que les métallurgistes. Il faut des gens pour faire le pont. Il faut créer un réseau d'experts. Moi, j'appelle ça l'écosystème d'experts.
Il faut arrêter de penser qu'on est capable de tout faire seul. Il faut aller chercher des experts dans plein de domaines, dans différents pays, puis créer ça ensemble pour qu'on puisse s'entraider. Parce que c'est pas logique de dire on arrête de produire des métaux aujourd'hui, on en a besoin. Il y a une volonté, mais il faut tous s'entraider pour trouver des façons responsables de développer nos ressources naturelles. Merci beaucoup, Caroline. Patrice, qu'en pensez-vous sur les manières de limiter notamment l'impact de l'exploitation minière sur la biodiversité? Je pense que Caroline a donné beaucoup des bonnes réponses. Moi, personnellement, je suis convaincu que oui, il faut certainement augmenter le recyclage, diminuer la consommation, réduction, mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Les prochaines années, même avec le virage vert, puis même peut-être surtout avec le virage vert, on va avoir besoin encore plus de certains métaux, de lithium, du graphite, des terres rares. On en a beaucoup au Québec. Ça donne qu'on a l'extraordinaire privilège aussi que nos mines, nos ressources minières sont dans le nord du Québec, au nord du Saint-Laurent, dans un vaste territoire qui n'est pas inoccupé, c'est la terre des Premières Nations puis des Inuits. Puis ça, c'est un atout, je pense, parce que ça peut pas être, ils ne peuvent pas être des meilleurs alliés pour le développement durable parce que c'est chez eux, c'est leurs ressources, c'est leur mode de vie traditionnel, c'est leur connaissance. Puis en protégeant tout ça ensemble, on n'a pas le choix de développer une bonne façon de développer notre industrie minière pour que ce soit en accord avec les communautés, avec l'environnement, puis avec l'économie aussi des gens de façon propre. Puis je pense que l'alternative, si on ne fait pas ça, l'alternative, c'est que les métaux vont venir de pays qu'on nommera pas, mais qu'on ne veut pas encourager parce que leurs pratiques environnementales sont malsaines pour l'environnement et pas juste pour leur environnement, pour l'environnement mondial aussi, et aussi pour leur peuple, leur communauté locale aussi, tu sais, que ce soit en Afrique, en Asie, ailleurs. Ce n'est pas des pratiques qu'on veut souvent encourager, puis chez nous, on peut le faire. Donc, aussi bien tant qu'à développer, le faire chez nous, en le gérant avec toutes les compétences puis les connaissances qu'on a, puis qu'on veut développer, puis qu'on est en train de développer, puis financer ces technologies-là, tout en bien sûr contrôlant, veut dire, il ne faut pas, c'est ça, je pense que le numéro 1, c'est de réduire, là, ça, tout le monde s'entend là-dessus, là, mais à quelque part, on va quand même avoir besoin de minéraux dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on a une philosophie qui est différente. Si on regarde dans le passé, mettons, Rouyn-Noranda, ça a commencé dans les années 1900. C'est une catastrophe. On creusait des trous, on faisait des mines, après ça, on s'en allait. Des rejets acides, ça détruisait tout. Et puis là, les compagnies minières fermaient. Tu parlais de 200 000 abandonnés au Québec. Il y en a plein partout sur le territoire au Québec. On ne fait plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les minières qui rouvrent une compagnie, qui rouvrent une mine, doivent commencer par déposer un certain montant fiducie en vue de la fermeture dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Une mine, ça a une durée de vie, ça dure X décennies, puis après, il faut la fermer. Donc, là, les minières, même s'ils vont faire faillite à la fin, ils vont avoir déposé un fonds au départ, puis ensuite, à chaque année, là, je ne suis pas un expert dans le financement de ce fonds-là, de telle façon qu'ensuite, le gouvernement n'aura pas à la charge des contribuables d'aller boucher les trous puis réparer les dommages environnementaux. Il y a un fonds qui va être là. Puis évidemment, on le fait aussi en amont, je pense, avec les nouvelles technologies. C'est l'idée de le faire, puis ça coûte moins cher à la fin aussi, là, de façon à briser le moins possible. Donc, ça, je pense qu'avec cette conscience-là, il y a de l'espoir. Il y a vraiment beaucoup d'espoir. Si on est le nez collé sur le problème, on trouve que c'est catastrophique, mais si on regarde d'où on vient depuis 100 ans, puis depuis 50 ans, on a fait beaucoup de chemin. Merci beaucoup. Puisqu'on est sur ce sujet, est-ce que vous savez si la réglementation sur les exploitations minières telle qu'elle est aujourd'hui, elle est à même justement d'assurer une exploitation qui soit la plus respectueuse possible? Elle est sur la bonne voie. Je ne dirais pas qu'elle est maintenant à même, là, mais elle est sur la bonne voie. Je pense qu'à quelque part, il ne faut pas que la population relâche la pression. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas l'environnement, mais la santé humaine. À Rouyn-Noranda, ça fait, tout le monde a entendu parler, des teneurs d'arsenic, des rejets, etc. La population qui ne le savait pas, mais elle s'empoisonnait avec une norme qui est 200 versus 5, 3 ailleurs. Là, c'était indécent, là, ou 100, en tout cas. C'était énorme. Là, tout d'un coup, la population a dit « ça n'a pas d'allure ».
Fait que le gouvernement a dit, OK, on va imposer 15. Là, même ça, les gens ont dit non, 3. Ben, cette industrie-là, elle est milliardaire. Si on leur dit, à partir de X années, ça va être 3, ils vont le faire. Mais ça, il faut qu'on insiste, qu'on n'ait aucun compromis sur la santé humaine, la santé de l'environnement, sur le bien-être de nos communautés autochtones non plus, zéro compromis. Puis à ce moment-là, ben, l'industrie va dire, OK, si c'est ça le jeu, on va jouer comme ça, puis on va le faire. Mais il faut que la réglementation, elle est bonne, elle est sur la bonne voie, mais il y en a à faire. Là. Puis je pense qu'il ne faut pas lâcher. À chaque législature, il faut ajouter encore une coche pour arriver là où on veut. Mais on peut y aller. Merci beaucoup. Donc, la volonté politique, encore une fois. Ben oui, la pression sociale Ouais. pour la volonté. La volonté politique, ça n'existe pas si les gens n'insistent pas. Thibault. Je n'aurais pas dit mieux que Patrick. Non. Mobilisation. Mais, si on revient sur les solutions, bah, c'était comme je l'ai dit, là, elles sont déjà en place, il faut les encourager. Mais nous, en tout cas, pour revenir à Vigilance OGM, ces solutions-là, malheureusement, au Québec, là, quand on a fait la politique alimentaire du Québec, un des objectifs, c'était de doubler la superficie du biologique. Donc, ils y sont arrivés, le premier objectif. Doubler, c'est super. Tu te dis, waouh, et on est passé de quoi? De 2 à 4 %. Le problème, c'est qu'on est encore dans des agricultures marginales. Donc, il y a des super initiatives au Québec, le CAPé, le collectif, pas collectif, c'est d'agriculture de proximité écologique, le C, je ne sais plus, en tout cas, bref, ceux qui s'occupent des paniers bio. Le CAPé, c'est une super initiative, c'est local, c'est biologique, c'est sur des petites surfaces, ça nourrit leur communauté, ce genre d'initiative, elle doit ne plus rester en marge, ce qui devrait être en marge, c'est l'agriculture intensive. La rapporteure spéciale de l'alimentation nous dit dans son rapport qu'on est capable, dans le monde, nourrir le monde en utilisant plus de pesticides, voire très peu. Et ce qui manque, en fait, c'est la volonté politique, donc la pression citoyenne, et que, malheureusement, trop souvent, les gouvernements écoutent autant le greenwashing que les entreprises. Donc, comment aller plus loin que ça? Je pense que c'est vraiment la mobilisation citoyenne. Et pour revenir avec, je serais en désaccord avec vous, c'est sûr, c'est important de faire ce petit geste, citoyen, tout ça, mais nous demander d'arrêter, nous faire culpabiliser d'arrêter de nous brosser les dents ou de fermer l'eau alors que 80% de l'eau potable est utilisée pour l'agriculture et pour l'industrie. Je pense que si eux, ils diminuaient de 15%, je ne dis pas que je me brosserai les dents sous la douche, quoi, mais je pense qu'ils ont un effort à faire. Et je pense que c'est peut-être, ou je me trompe, je pense que c'est une stratégie de nous culpabiliser. Je veux dire, il faut être un bon parent, il faut être un bon environnementaliste, mais à la fin, c'est les entreprises qui ont leurs gros efforts à faire, parce que c'est eux qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, c'est eux qui sont les plus gros destructeurs de la biodiversité. Donc, juste pour dire, j'étais un peu en désaccord. Et pour revenir aux minerais, c'est sûr qu'il y a en faux, là, on ne se passera pas de minerais, mais pogner dans un embouteillage sur le pont Jacques-Cartier avec une voiture électrique ou une voiture à gaz, c'est un peu pareil quand même, surtout si tu es tout seul. Il faut investir dans les vraies solutions qui sont le transport en commun et d'autres solutions collectives et non pas individuelles. Et ça demande des changements de mentalité et d'éducation et tout ça, mais ça, c'est long, mais je pense qu'il faut aussi passer par là. Voilà. Merci. Le C, c'était coopérative. Je fais de la vérification de fait en même temps. Merci beaucoup. Dans les dialogues pour la biodiversité, on a maintenant coutume de poser une question sur l'idée de coopération, de collaboration, de convergence. On l'a entendu dans certaines de vos interventions. Pour vous, comment vous trouvez l'état des ponts construits ou à construire entre les différents secteurs, les différents milieux, que ce soit la recherche, le milieu des affaires, les communautés autochtones, les ONG? Quelles seraient les stratégies justement pour construire des ponts entre ces différents milieux qui ne se parlent pas toujours, pour être à même de susciter les solutions que vous avez mentionnées? Oui, bon, en fait, depuis quelques années, je me spécialise à faire le maillage entre les différentes industries, les intervenants au niveau biologie, les universités. Puis c'est une approche qui est assez gagnante. Puis j'ai raffiné un peu cette approche-là dernièrement. Je suis allée assister à une conférence qui s'appelle Toronto Summit Energy and Mine. J'ai été quand même assez surprise de voir les panels d'investisseurs qui discutaient des nouvelles technologies propres. Ils sont assez stressés, ces investisseurs-là, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre.
Les technologies propres, ça ne les rassure pas. Il y a des événements géopolitiques comme la crise en Ukraine, la pandémie. Tout ça fait que les métaux, il y a une volatilité dans les prix. Donc, les investisseurs, quand je vous disais que le bottleneck, il était beaucoup financier pour l'adoption de certaines technologies propres, oui, c'est le cas. Mais en même temps, ce qui est ressorti de ces tables rondes-là, c'est qu'ils nous ont dit, écoutez, si vous nous impliquez dans les débuts des projets, dans les early stages, on va être prêt à embarquer avec vous, on va vous suivre tout le long. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai dit, parfait, on va monter ce que j'appelle des équipes de rêve. C'est mes Dream Team. On va impliquer des développeurs de technologie. Ça va être des universités, ça va être des centres de recherche, ça va être des gens à l'étranger, ceux qui ont des idées originales pour nous faire progresser. On va jumeler de l'industrie minière, que ce soit des compagnies juniors ou en opération, celles qui ont le désir d'aller de l'avant. Puis, je vais vous dire, ça a changé là, depuis les années 90 où j'étais très débinée. Puis je me dis, mon Dieu, j'ai raté ma carrière. Aujourd'hui, je suis fière de travailler pour l'industrie minière parce que malgré qu'il y en a qui traînent toujours de la patte, je vais vous dire qu'il y en a une belle gang qui sont prêts à aller de l'avant dans mon Dream Team. Il y en a qui ont foncé tête baissée avec nous, qui embarquent. Et là, j'ai dit, là, on va mettre les ESG là-dedans. On rentre les labs fédéraux, les labs provinciales, parce qu'eux autres aussi, ils développent des belles choses. On va impliquer les communautés. On va impliquer les investisseurs puis les end-users. Quand je parle de end-users, ce n'est pas l'industrie, parce que l'industrie, là, ce qu'elle produit, c'est soit un précurseur de batterie, c'est quand on parle de matériaux critiques stratégiques, ou un matériel, ce qu'on appelle en anglais les raw battery material. Après ça, c'est ceux qui font les batteries. Hein? Donc là, c'est qui le end-user? C'est celui qui fabrique la batterie, puis c'est la compagnie qui va l'acheter pour une application, que ce soit des véhicules électriques ou une flotte pour les compagnies minières. Donc là, il faut les impliquer. C'est quoi leur spécification pour avoir des bonnes batteries? Est-ce qu'on peut s'impliquer avec eux dans le développement de la chimie de la batterie pour qu'elle soit un peu plus écologique? Une fois qu'on a tout mis ce monde-là ensemble, qu'on définit un projet, on essaye d'aller chercher des subventions. Donc, on va partager les coûts, on va partager les risques, mais on va partager les bénéfices, puis on va aller plus vite. Puis, il faut voir pas du tout la compétition entre les autres groupes. Il faut voir de la collaboration. Puis ça, c'est un gros changement de mentalité qu'on doit faire. C'est là qu'on rentre les investisseurs avec nous. Puis, pour l'instant, on commence à monter des Dream Teams sur des projets particuliers. Puis, je suis vraiment encouragée, comparé aux années 90, parce que là, j'étais très débinée. Puis, en cours de route, ça avance. Bon, c'est sûr qu'à mon goût, puis au goût de plein de gens, ça avance pas assez vite, mais il y a une belle volonté. Puis, je pense que c'est de faire le maillage entre tous ces gens-là, puis partir des projets ensemble. Ça va être la clé du succès pour qu'un jour, il y ait adoption de technologie propre. Puis attention, technologie propre, souvent au sens des gens, c'est la future éolienne ou la batterie électrique. Mais il faut que ça soit propre tout le long pour qu'on n'ait pas de conséquences néfastes sur la biodiversité. Ça fait qu'en impliquant tous ces gens-là, on risque d'arriver pas mal plus vite à nos fins. Une vraie technologie propre où ce qu'on va impliquer, soit le biologique, le recyclage, toutes les activités, tout au long de la chaîne de valeur là, du cycle minier, pas juste sur une partie ou la finalité. Merci beaucoup, Caroline. Quelqu'un d'autre sur cette question-là de la collaboration, de la convergence entre différents secteurs de la société? Les meilleures manières, les pièges? En recherche, puisque je peux continuer à parler en recherche, on ne voyait pas ça avant. En fait, on travaillait beaucoup en silo. Les toxicologues travaillaient ensemble. Les gens qui travaillaient en santé humaine ou des vétérinaires travaillaient de leur côté aussi. Les agronomes travaillaient de leur côté. Mais là, de plus en plus, au Québec, on voit, au Québec, on le voit, mais c'est un mouvement mondial. Ça s'appelle ça One Health. Là. Tout le monde a entendu parler de ce terme-là, mais une planète en santé ou une planète, une santé. Ça, pour moi, c'est un changement profond de paradigme parce que ça va plus loin que juste le dire. On le voit, on nous l'impose en recherche, ce qui est extraordinaire. Là, mais moi, je suis directeur du regroupement du FRQNT Écotoc. Puis avant ça, l'idée, c'était de se démarquer, que chaque regroupement qui travaille sur l'eau douce comme le Grill ou Québec Océan ou d'autres, ou Écotoc, qu'on soit mutuellement exclusif puis qu'on une petite chasse gardée. Et maintenant, ils nous disent, OK, fort bien, mais maintenant, vous devez travailler tout le monde ensemble. Donc, vous allez faire des ateliers, vous allez produire
coproduire des produits de recherche, échanger vos meilleures pratiques, vos bonnes idées. Puis non seulement ça, mais vous allez aussi aller voir les gens d'autres secteurs, en agriculture. Parler à des agronomes, parler à des gens qui sont en santé animale sur les fermes, parler à des gens qui sont en santé humaine et qui s'intéressent, par exemple, au lien entre les contaminants puis les problèmes les cancers puis des maladies humaines. Donc, faites des ateliers ensemble, faites du maillage, échangez des idées et puis présentez-nous des projets pour qu'on les finance de façon globale, pour comprendre toute la problématique puis trouver toutes les meilleures solutions parce que souvent, on développe des solutions en parallèle. Puis à un moment donné, quand on se parle, ah, vous faites ça, vous avez telle technologie ou telle méthode, telle approche, ça serait super utile dans notre domaine à nous. Puis à ce moment-là, on se met à travailler ensemble, puis on avance plus vite. Et ça, dans la recherche, ça, c'est le nouveau paradigme. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais on le voit maintenant. Puis non seulement on le voit, mais le gouvernement nous l'impose puis met des fonds pour qu'on y aille. Puis ça, c'est extraordinaire. Avec l'industrie aussi, hein, j'ai oublié l'industrie. Et évidemment, les Autochtones. Tout ça ensemble. Tout le monde travaille ensemble. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre sur cette question? Je peux y aller, mais vas-y. Vas-y. OK. Tu sais, le réseautage, bon, le système agroalimentaire étant multifactoriel et multidisciplinaire, c'est sûr qu'on travaille avec beaucoup de monde. Juste pour revenir au podcast du début, là où ma collègue a rencontré 10 femmes à travers le Québec qui ont différentes expertises, je pense que la science est clé là-dedans, donc ces réseautages avec les scientifiques. Moi, ce qui m'a étonné au début de l'année ou l'année dernière, en tout cas, si vous suivez le rapport du GIEC, là, le GIEC, c'est comme les rapports déprimants qui disent qu'en tout cas, ça ne va pas bien. Mais quand tu écoutes les rapports du GIEC et les scientifiques qui sont à la base de ces rapports-là, ils sont tellement, je ne dirais pas le mot avec un T, mais fâchés que les politiques ne les écoutent pas, quoi. Et dans leur discours, ils sont étrangement devenus bien plus radicaux dans leur discours que la plupart des ONG. Je dirais, c'est fou parce qu'avant, il y avait on entendait souvent Greenpeace parce qu'ils mettaient des bannières à l'époque. Ils mettaient des bannières et tout le monde se dit « Ah, les écologistes, ils ne savent pas trop. » Et les scientifiques, ils n'osaient pas trop les baquer parce qu'ils se disaient oh, « On ne veut pas s'associer à ces gens-là. » Mais maintenant, le discours, le discours radical des scientifiques est vraiment important. Ces gens-là, ils ont une crédibilité à mettre de l'avant et je suis vraiment, vraiment ravi de les entendre. Et je partage beaucoup de discours que vous pourrez voir sur notre site Internet ou autre. Et je pense que les scientifiques ont un devoir de sortir, et je pense qu'on travaille trop en silo, de sortir de leur laboratoire, de sortir sur la place publique et de critiquer si les choses ne vont pas dans le bon sens, quoi, parce qu'ils ont une grande crédibilité. Et savoir que les lobbyistes, eux, ils ont besoin de se mettre des draps de science sur eux, alors que leur science n'est pas transparente, leur science est souvent biaisée, en tout cas à mon avis. Et donc, si les scientifiques viennent critiquer la science non transparente, la science biaisée, je pense que ils vont perdre leur argumentaire qui leur sert de socle. Donc, pour moi, les scientifiques, sortez du placard, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, sortez sur la place publique. Et au-delà du GIEC, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Scientist Rebellion qui font même de la désobéissance civile. Quand le Science Rebellion Québec, là, je pourrais, en tant qu'ingénieur, peut-être que j'aurai la légitimité d'y aller. Et le deuxième chose, c'est sûr, les solutions existent et vraiment travailler avec les gens qui sont sur le terrain. Donc, les savoirs paysans, les savoirs autochtones, c'est eux qu'il faut encourager, autant avec du financement, mais aussi avec la science moderne, qui n'est pas liée à forcément des profits, mais la science moderne qui leur permet d'avoir des meilleures semences, sans passer par la modification génétique, mais adaptées à leur culture, adaptées à leur terrain, et non pas des choses qui vont être la privatisation organisée d'un laboratoire aux États-Unis pour aller en Afrique qui ne fit pas avec leur culture, quoi. Donc, c'est ça, les réseautages à faire, mais je pense qu'ils se font et les gens comprennent que les crises biodiversité, climat sont tous liés, que toute la racine du problème étant malheureusement la même, le système économique, là, on ne le résolvera pas ce soir. Je pense qu'on a tous a besoin de travailler ensemble et sortir des silos, mais ça prend du temps. Merci beaucoup. Puis, on entend votre appel aux scientifiques. Je ne sais pas si, sur le futur, on va vous voir sur le pont Jacques-Cartier, des silos. Mais c'est déjà bien d'être ici dans ces espaces-là de dialogue avec la société civile. Puis, pour finir sur cette question, Eliane, si vous avez des perspectives particulières. Oui, mais je suis sur la même lancée que Thibault. Je pense que, de toute façon, c'est évident que les communautés autochtones n'ont pas un pont très solide avec les gouvernements. Fait que je pense que ça va vraiment passer par la recherche.
C'est déjà des choses qui sont déjà en place. Donc, on a les gardiens de territoire qui sont déjà là, qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain, qu'on commence à faire des projets collaboratifs avec les universités. Donc, les universités ils ont une autre approche avec les communautés, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des projets, ils vont demander quel type de recherche qui nous intéresse, quelles questions qu'on veut savoir. Donc, leur approche a changé. Ce qui fait en sorte que les projets, on est impliqués dès le début avec la question de recherche, tout au long de la collecte de données, puis ces données-là se reviennent à la communauté. Donc, ça revient les données. Puis ces travaux-là, ensuite, sont très utiles pour la communauté parce que ça vient, c'est malheureux à dire, mais ça vient comme valider les connaissances traditionnelles. Donc, ça fait en sorte que, mais si c'est un papier scientifique qui ont été validés par la science, là, la communauté peut se revirer, aller voir le gouvernement puis dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit maintenant, ça justifie les mesures de protection. Ça justifie pourquoi on veut une aire protégée à cet endroit-là. Donc, c'est le moyen, je pense, qu'on utilise qui est le plus facile, le plus intéressant. Donc, moi qui est entre les deux, autochtones et scientifiques, je navigue là-dedans. Donc, je pense que c'est vraiment l'avenue à prioriser pour les Premières Nations. Merci beaucoup, Eliane. Là, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ça s'appelle Dialogue pour la biodiversité. Donc, je pense que c'est le bon moment d'ouvrir le dialogue au public, autant sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a des questions ou ici. Je vois déjà 3 mains levées, peut-être. Donc, comme je disais, j'ai l'impression que les questions de pollution ont un très haut potentiel anxiogène, avec très peu d'actions individuelles qu'on peut mettre en place pour arriver à les régler. Et je me demande de plus en plus si finalement la pollution, c'est pas plutôt un symptôme qu'une cause en soi. Donc, je m'explique. Quoi qu'on fasse, ça vient tout le temps nous rechercher. Le monde dans lequel on vit est complètement pollué. On parlait beaucoup du glyphosate. C'est pas la pire molécule qui peut exister sur Terre. Et si on enlève le glyphosate, ça va d'office être remplacé par autre chose, tant qu'on n'a pas remis en cause la façon dont l'agriculture fonctionne. Donc, si je devais formuler une question avec ça, c'est est-ce que là, on n'est pas finalement dans une lutte pour le futur plutôt qu'une lutte pour le présent? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont anxiogènes avec ça, qui font attention au plastique surtout, etc. Et puis finalement, il faut bien vivre à travers ça. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, ça sonne un peu cynique, mais niveau solution, est-ce qu'il y en a à court terme? Merci. Je serais bien prêt à une petite réponse brève qui était justement quelque chose que je voulais absolument mentionner. Je pense que c'était au début de ton introduction, tu parlais des 3 grandes priorités du Programme des Nations unies pour l'environnement, les changements climatiques qui sont très anxiogènes pour plusieurs personnes, la perte de la biodiversité et la pollution. Donc, évidemment, au niveau des Nations unies, il y a le GIEC qui s'occupe, qui est un organisme international indépendant avec des experts qui produisent des études et des recommandations mondiales sur le climat. Il y a aussi la même chose pour la biodiversité, c'est l'IPBES qui s'occupe de gérer un organisme international avec des scientifiques pour la biodiversité. Il n'y a pas d'organisme comme ça au niveau des Nations unies pour la pollution. Donc ça, Ecotoc puis d'autres ont mis de la pression sur le ministre Guilbeault et d'autres ministres qui vont à ces conférences des programmes des Nations unies de l'environnement pour créer un tel organisme, enfin, parce que c'est une des priorités des Nations unies, puis il n'y a pourtant pas de voix, de groupes de scientifiques mondiaux qui font des recommandations mondiales. C'est un problème mondial, ce n'est pas un problème local. Puis, comme pour le climat, les pays pauvres, les pays riches ont le devoir moral d'aider les pays pauvres à se sortir de ces problèmes-là, parce que souvent, c'est des molécules que nous avons créées, que nous avons même souvent bannies, puis qui sont encore utilisées chez eux. Et puis, le problème des plastiques, c'est fou. Là, la majorité des plastiques dans l'océan, ils ne viennent pas de Montréal. Là. Mais il faut donc qu'on travaille ensemble, qu'on ait des solutions globales avec un organisme international qui gère qui étudie les questions de pollution. Oui, elle est dans le même regroupement que moi. C'est d'ailleurs le 4e épisode du podcast. Oh, l'exemple de convergence ici. Oui, voilà.
peut-être prendre les différentes questions d'un coup. Moi, je me questionnais sur notre potentiel d'agir au niveau de la biodiversité avec l'exploitation des ressources, parce qu'on voit qu'au Québec, la moyenne des Québécois ont de la misère à expliquer pourquoi la biodiversité, c'est important. Puis au niveau de l'exploitation des ressources, même quand ça vient affecter la santé humaine, comme c'est le cas à Limoilou ou à Rwanda, on a la misère à faire un changement rapide ou de voir une volonté. Comment est-ce qu'on fait pour protéger la biodiversité quand, même pour la santé humaine, c'est difficile? Je pose ma question maintenant ou... Oui, OK. Bonjour, merci beaucoup déjà pour le panel, c'est super intéressant. Ma question était pour Eliane. En fait, ton dernier point était super intéressant, je trouve, sur la frustration que je pense qui doit être vécue par beaucoup de populations autochtones, qui est, on vous dit quoi faire depuis 50 ans minimum, basé sur des millénaires de savoir en fait traditionnel, et on perd des décennies à devoir tout backer par de la science très spécifique, etc., parce que c'est ça notre schème de pensée. Et hier, j'étais à un panel, en fait, ici aussi, où quelqu'un d'une industrie, en fait, disait « Ah, mais on peut rien avancer tant qu'on n'a pas la donnée. Donc, il faut absolument collecter la donnée pour la mesurer. » Tout ça, là, ça fait en sorte qu'il nous reste 10 ans pour sauver à peu près la biodiversité planétaire. Si on attend d'avoir des backups scientifiques pour absolument tous les savoirs traditionnels qui nous donnent déjà des solutions, on n'y arrivera pas, on est conscient. Donc, ça, c'était ma montée de lait à moi. Mais il y a une question qui est comment est-ce qu'on fait à un niveau individuel en tant que citoyen lambda pour faire la place aux communautés autochtones, justement, pour non pas amplifier vos voix, mais pour vous pour vous donner de la place, en fait. Parce que je ne sais pas par quel bout le prendre, puis j'ai l'impression que, je regarde autour de la salle, on est très blanc, on s'entend. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on peut agir à vous laisser cette place-là? Je vais répondre à la question. Je pense à des événements comme aujourd'hui, l'invitation que j'ai, que je puisse en parler. Puis on a une grande place aussi à la COP 15. Je pense que c'est évident. Je pense que ça va passer par la sensibilisation, donc d'entrée de jeu. Je pense que ça va passer par l'éducation. Donc, s'éduquer sur le peuple des Premières Nations, l'histoire, puis tout ça va mener à la conséquence où on est aujourd'hui, la situation qu'on est aujourd'hui. Ça va être progressif, là. Oui, il y a l'urgence d'agir maintenant. Donc, je pense que c'est vraiment juste apprendre à se connaître, se faire la place pour dialoguer comme aujourd'hui. Mais je pense vraiment que j'ai le sentiment qu'on est sur la bonne voie, puis je sens qu'on a une place maintenant. Mais ça va être juste de nous écouter aussi, puis de l'appliquer. Voilà. J'ai une piste de réponse là, pour ta question tout à l'heure. Il n'y a pas de solution miracle, mais je crois que l'éducation, comme tu mentionnais, c'est la première chose, la sensibilisation, surtout les jeunes. Il nous manque des gens dans toutes les sciences. Je ne parle pas juste là, le domaine de la science, chimie, biologie, puis ingénierie. Là. Je parle vraiment de toutes les sciences. On a besoin de gens en finance qui ont les œillères ouvertes. On a besoin de gens au niveau des sciences sociales pour aider les communautés à nous aider. On a besoin de tout. Je pense qu'il faut que les gens apprennent à être critiques dans leurs choix, qu'ils arrêtent d'accepter les choses telles qu'elles sont. Quand il arrive une pollution, tout à l'heure, tu parlais de la contamination, de glyphosate, toutes ces choses-là, vous pouvez agir, vous avez une voix. Je pense que la pire chose, c'est de rester là, rien faire. Puis critiquer pour critiquer, non. Puis je me dis, on s'informe, on fait des choix éclairés, mais je pense qu'on est capable d'agir, sensibiliser nos enfants, comme par exemple, mes enfants, je les encourageais à aller faire des ensemencements de truites dans la rivière Jacques-Cartier, là, à Donnacona. On regarde comment c'est fragile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la pollution dans ce coin-là. C'est beaucoup des pesticides, les agriculteurs. Donc, il faut les sensibiliser. Regarde, il n'y en avait plus de saumon là-bas. On prend les petits bébés saumons, on les fait grandir, on laisse les enfants
aller les ensemencer, on les aide à faire des décomptes. Ça commence en bas âge. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Il faut s'instruire, il faut continuer de s'éduquer puis regarder comment on peut agir. Je n'ai pas de réponse parfaite, mais je pense qu'en tant que citoyen, il ne faut pas accepter une réponse toute crue. Moi, je suis scientifique. À chaque fois, j'essaie de pousser plus loin, de dire, bon, mais c'est beau, le ministère a donné une ligne de conduite, mais est-ce qu'on est capable de faire plus? Vers où on devrait aller en tant que société, puis essayer de les convaincre d'aller plus loin avec nous dans l'aventure. C'est pas évident là, quand il y a des sous mis en jeu. Il y a toutes sortes d'opinions qu'on se contredit, mais je pense que le truc, ça va être de se conscientiser, tout le monde ensemble, d'essayer de faire un effort collectif. Ma petite contribution, moi, c'est de monter les Dream Team, commencer comme ça, essayer d'attacher du financement pour faciliter l'adoption de nouvelles technologies. Ça, c'est mon côté scientifique. Côté individuel, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est difficile autre que de dire, faites des choix éclairés, essayez de vous impliquer, éduquez-vous, contribuez, faites entendre votre voix parce que c'est important. Moi, je me préoccupe personnellement de la biodiversité. Je trouve qu'on devrait aller plus loin, encourager encore plus. Puis tout à l'heure, je pense que c'est Patrice, tu parlais qu'on est un pays quand même, que là, on prend des résolutions au niveau de l'environnement. Il faut encourager les autres pays à faire de même. Puis il y a peut-être un rôle aussi que les gouvernements pourraient jouer un peu plus, comme par exemple les usines là, qui ont le courage, les compagnies juniors qui ont le courage d'implanter la propreté dans leur technologie. Même si elle est un peu moins efficace, mais qu'on protège l'environnement, c'est eux qui devraient mériter des incitatifs beaucoup plus grands que juste ceux qui vont développer la technologie propre, le end product. Donc, je pense qu'on devrait, au lieu d'être punitif, quand on a un système plus de récompense, c'est beaucoup plus encourageant. Puis aussi, avec le libre-échange, je pense qu'on a un rôle à jouer. On devrait baliser plus les échanges, je pense juste du côté Asie-Pacifique. Bon, je ne suis pas connaissante là-dedans beaucoup, mais je me dis, si on établit des lignes de conduite, qu'on est plus éco-responsable dans les échanges qu'on fait, les ventes, les achats, puis écoutez, s'il y a des fournisseurs ou des gens qui ne sont pas éco-responsables, on met des balises, puis peut-être pas du jour au lendemain, mais on y va étape par étape. Je pense que c'est des actions qu'on peut tous faire. Le gouvernement, le public, les scientifiques, l'industrie. Je pense que je n'ai pas la solution parfaite, mais j'essaie de te donner des pistes de réponse. Moi, je reste une éternelle optimiste. Puis, en tout cas, le message, c'est que depuis les années 90, on a fait beaucoup de chemin, mais il en reste encore à faire. Puis, au moins, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à aider. Il y a beaucoup de gens, que ce soit au niveau des communautés, que ce soit des regroupements de bénévoles, des scientifiques, même l'industrie. Il y a une belle réponse pour l'instant. Je pense que c'est le temps de s'entraider et d'essayer d'aller de l'avant. Puis toutes les idées sont à étudier. Peut-être est-ce qu'on a beaucoup de temps? Il reste quoi, 5 minutes, 2, 3? Peut-être pour répondre à l'éco-anxiété, tu sais, moi, je suis ultra privilégié. Je travaille dans quelque chose que je pense qui a du sens et qui n'a pas besoin de me faire 12 heures de bénévolat le soir pour donner du sens le soir à un travail que je fais la journée qu'on n'a pas. Donc, déjà, c'est déjà bien. Juste pour te dire, à Vigilance OGM, tu sais, j'ai été longtemps tout seul, on est 2, on va peut-être devenir 3 en janvier, incroyable, on va multiplier par 300%, mais je vois l'impact qu'on a. Des fois, l'impact, ce n'est pas forcément des victoires, c'est des non-reculs. Mais tu sais, moi, je suis ingénieur, mais tu sais, j'ai pas appris le militantisme, la mobilisation citoyenne à l'université, je l'ai appris sur le tard, là. Sur le tas. Tu sais, j'ai travaillé 7 ans à Greenpeace, j'étais responsable des bénévoles, ça m'a beaucoup aidé, mais tu sais, quand tu fais partie d'un collectif, quand tu fais partie de gens qui arrivent à se mobiliser ensemble, qui font du sens, on est vraiment capable, je veux dire, Vigilance OGM, là, avec 2 employés, si tu divises l'efficacité par, je sais pas, les 12 000 employés de CropLife, tu sais, on est là. Tu sais, on est vraiment beaucoup plus efficace qu'eux. Tu sais, si on était au lieu de 3, 5, 10 et qu'il y avait plein d'autres organismes de vigilance, non, c'est vrai que ça peut paraître un peu prétentieux, mais tu sais, moi, je fais une demande d'accès à l'information. Il y a Thomas Gerbet qui la relaie, là, où j'ai des feuilles blanches. Et là, d'un seul coup, ça fait bloquer le gouvernement. Il capote parce que c'est dans les médias. Tu sais. Et on arrive à aller, tu sais, sur des trucs bêtes. Là. Une demande d'accès à l'information, c'est 5 pièces pour 1 an et demi d'attente, là, dans ce cas-là. Mais
Tu sais, j'ai la chance de lancer des trucs comme ça et des fois, ça marche et on arrive à quand même, c'est ça, pas forcément que des victoires, mais à faire reculer. Tu sais, il y a eu la reconnaissance des maladies professionnelles au Québec. Parkinson, c'est une grande première. Tu sais, on peut se dire, bon, ça fait 15 ans qu'en Europe, ils l'ont, enfin, sur certains pays, mais c'est le premier en Amérique du Nord. La séparation du pouvoir entre les agronomes et les vendeurs de pesticides, là, ici, c'est un peu comme si ton médecin, il te vendait tes pilules, ce qui est un peu étrange. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé, pas passé parce qu'on a eu des élections, mais il y a des choses qui avancent. Après, bien sûr, c'est pas assez rapide tout ça, mais je pense vraiment, au-delà de la sensibilisation, si on avait des apprentissages de mobilisation citoyenne, je peux vous dire que les lobbyistes, on les kickerait facilement, à mon avis. Restez optimiste. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle conclusion qui nous rappelle qu'on vit dans une démocratie qui, aussi imparfaite soit-elle, nous donne des outils d'action dont on peut mesurer l'étendue, puis qui nous donne surtout l'occasion de nous réunir comme ça, de nous stimuler les uns les autres dans nos idées. Merci beaucoup, merci au public en présentiel et sur Zoom d'être avec nous, et merci surtout à nos chers panélistes, Thibaut Rennes, Patrice Couture, Caroline Olsen et Eliane Grant. Donc, bonne main d'applaudissements. Donc, merci encore pour votre présence et bonne fin de journée. Au revoir.